Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel je te présente le jeu Dead Cell Rogue Light Game, un jeu de Boza, Lebras, Montblanc et Rivière, une équipe, un quatuor d'auteurs absolument extraordinaire. C'est un jeu qui reprend le jeu vidéo auquel je n'ai jamais joué, mais ça semble être un jeu de plateforme, que tu refais des runs une après l'autre, où tu vas réinitialiser tes statistiques, tes avantages, ton équipement au début de chaque run, puis tu vas essayer de te rendre le plus loin possible. Mais à la fin de chaque run, tu vas gagner une ressource, des cellules qui te permettent d'améliorer des choses de façon permanente. Fait que tu vas être de plus en plus fort au début de chacune de tes runs, te permettant d'aller de plus en plus loin, jusqu'à temps que tu puisses finir par aller dans les tableaux les plus difficiles et battre le boss du jeu. Ça va être un jeu particulier expliqué, je ne sais pas si je vais réussir à bien le faire parce qu'il y a une structure quand même assez unique dans la façon dont il se joue. Je vais quand même le tenter, fait que je vais commencer par t'expliquer comment on l'installe, je vais t'expliquer comment on installe une partie en tant que telle, une run. Ensuite, je vais t'expliquer comment on y joue, je vais te donner certains détails sur l'aspect progressif, un peu legacy de la campagne, puis ensuite je reviens te dire ce que j'en ai pensé. Donc, étape 1, la mise en place d'un personnage, c'est fort simple, on va avoir différents plateaux de personnages qui représentent les différents prisonniers qu'on peut prendre. On a l'écartelé, on a l'écorché, moi je vais faire un exemple avec l'immolé. Chaque plateau de personnage donc va avoir différentes informations, on a une piste de points de vie, on a un petit marqueur comme ça ici qui va indiquer c'est quoi notre maximum. En début de campagne, on va toujours avoir un maximum de 3 points de vie, fait qu'on met notre marqueur sur le 4e, puis éventuellement ça peut monter. On s'en doute pendant nos runs et pendant la campagne. Ensuite, on va avoir 3 pistes de progression. Si on voit, on a une piste de survie, une piste tactique et une piste de brutalité. Sur cette piste-là, on a des petites flèches qui pointent sur lesquelles on va aller placer nos parchemins qui correspondent de la bonne couleur, ce qui indique que tout ce qui est à gauche de notre jeton, ce sont des aptitudes qui sont débloquées. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit qu'on commence à 3 points de vie. Si ce parchemin-là monte au cours d'un run, bien, ça va faire augmenter ma valeur, par exemple, maximale de points de vie. Également, les joueurs vont commencer avec un deck de 6 cartes qui correspondent à leur personnage. Éventuellement, il y a des cartes qui peuvent aller dans les decks de n'importe quel personnage qui vont venir s'y joindre, mais en début de partie, on a 6 cartes. En début de campagne, on a 6 cartes qui correspondent à notre personnage. On prend nos 6 cartes et pour la mise en place individuelle, c'est pas mal fait. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de brasser notre deck, de placer ça juste ici. Et en début de run, on va y revenir, mais en début de run, on va piger les 3 premières cartes pour commencer un run. Maintenant, quand on va faire un run, comment on va installer ça en tant que tel? Bien, premièrement, on va avoir ces 2 plateaux-là qu'on peut placer un à côté de l'autre. Pour l'espace, je vais les placer un en dessous de l'autre, qui vont représenter, ici, on va avoir notre plateau de combat, puis ici, on va avoir le plateau d'information, en quelque sorte, sur le run qu'on va faire en tant que tel. On doit toujours choisir un biome dans lequel on va aller faire, fait qu'un tableau qu'on va tenter d'accomplir. En début de campagne, on va commencer avec le quartier des prisonniers. Et on va avoir des trucs à aller placer pour préparer notre run. Le plateau du bas, lui, va servir seulement quand il va y avoir des combats qui vont se faire. Le plateau du haut, il va avoir nos piles de cartes ennemies, nos piles de cartes schéma, nos piles de cartes trésors, notre défausse et notre besace, complètement à droite, là où on va aller placer les trésors et l'expérience qu'on va avoir ramassée. Quand on choisit un biome, dans ce cas-ci, le quartier des prisonniers, on va avoir un certain nombre de cartes d'ennemis élites qu'on prend, qu'on brasse, qu'on va placer juste ici. Et on va avoir un certain nombre d'ennemis normaux, qu'on fait la même chose. On prend ça, on brasse ça, et on va le placer juste ici. Sur le deck qui est là, chaque binôme va également avoir un deck de cartes schéma qu'on va avoir face cachée et qui sont placées dans un ordre numéroté. Fait qu'on va s'assurer qu'on part avec le 1 caché en bas ici, puis que ça monte jusqu'à 8-9, dépendamment des binômes. Et on va mettre donc la pile de schéma face cachée, on va mettre notre carte de schéma par-dessus, et on va aller placer ça juste ici. De façon générale, quand on pige là-dedans, on va aller prendre la carte du dessous face cachée, fait qu'on va avancer progressivement vers des systèmes de plus en plus forts. Et finalement, on va avoir un deck de cartes trésors.
Le deck de cartes trésors, il va commencer en début de campagne avec 7, 8, 9 cartes trésors, vraiment pas beaucoup de cartes trésors. Et au fur et à mesure, justement, qu'on trouve des schémas dans les différents binômes qu'on va traverser, si on réussit à traverser un binôme et qu'on a trouvé quelques schémas, mais il y a des cartes qui vont se rajouter à ce deck-là. Et les cartes, sans trop révéler ce qu'il y a dedans, vont venir, par exemple, on voit lui qui vient du binôme B5, cette carte-là, elle vient du binôme B2, cette carte-là a été rajoutée en faisant le binôme B1, qui est justement le binôme du quartier des prisonniers, et ainsi de suite. Il y a des cartes qui vont venir en battant des boss, il y a des cartes qui vont venir d'un deck de cartes secrets. Fait que c'est un deck qui va se construire progressivement. En début de campagne, on a genre 8-9 cartes starter dedans. D'une façon ou d'une autre, au début de chaque partie qu'on fait, on brasse ce deck de cartes et on va aller placer ça là. Et ensuite, évidemment, on va avoir construit le plateau de jeu en tant que tel, fait que le binôme qu'on essaie de traverser. Chaque binôme est associé avec une série de jetons. La boîte est quand même assez bien faite où chaque binôme a sa propre case dans laquelle on va mettre tous les jetons. Par exemple, toute cette pile-là ici, c'est la case B1. C'est d'ailleurs inscrit dans le fond de la boîte. Je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, mais il y a un B1 ici pour indiquer tout ce qui est binôme quartier des prisonniers. On va aller placer ça là. Chaque binôme a également son propre plateau avec des trucs de différentes formes, des salles de différentes formes. Le point qui est juste ici, c'est le point de départ des prisonniers. Fait qu'on va avoir une espèce de petit standee comme ça, une espèce de petite base en bois sur laquelle on va mettre les standees des différents personnages. Ça indique notre présence physique où on se trouve. Et les autres jetons, ce qu'on fait, c'est qu'on les brasse et on en pose un sur chaque zone qui a la même forme que la pile de jetons qu'on est en train de brasser. Fait que par exemple, ici j'ai 4 jetons. Ça, c'est le type de jetons-là, ça va être des monstres. Il y a un jeton seulement qui a cette forme-là. Il va aller juste ici dans le premier binôme. J'ai différents jetons de cercle qui sont les trésors. Fait qu'on brasse ce qu'on a et on va aller placer ça encore une fois sur les différentes zones. On met de côté ceux qu'on n'utilise pas. J'ai les hexagones qui sont des portes, des surprises. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il va y avoir. Si on a des icônes sur les cases, pour l'instant, début de campagne, on ignore ça. On va apprendre qu'est-ce qu'on fait avec ces icônes-là plus tard. Et finalement, je vais avoir les tuiles marchands qui sont cette tuile-là. Je suis censé en avoir une ici. Ça, c'était pas le bon jeton. C'est ça qui va là. Les tuiles marchands qu'on va croiser au cours de notre aventure. Quand ça c'est fait, là, on est vraiment prêt à commencer un run en tant que tel où on va avoir à traverser ça. Fait qu'on va tomber dans les règles du run en tant que tel. Donc, pour commencer un run, comme je l'ai déjà dit, chaque joueur va piger les 3 premières cartes de son deck et va les garder secrètement. C'est un jeu où on ne partage pas l'information. On va avoir un partage d'informations limité. On va également désigner un premier joueur qui va avoir le jeton de couronne comme ça ici, qui va commencer et on va avoir différents événements de jeu qui vont indiquer quand est-ce qu'on change de premier joueur. Fait qu'une fois que tout le monde a pigé ces 3 cartes de son deck, qu'il garde, comme je l'ai dit, évidemment de façon secrète, proche de sa zone de jeu, là, on va être prêt à commencer le run en tant que tel avec, d'abord et avant tout, l'exploration du biome dans lequel on se trouve. Les règles d'exploration sont fort simples. C'est pas vraiment un ordre de tour de jeu, c'est quelque chose qu'on fait collectivement. On va tout simplement avancer en suivant les différentes flèches. Si on tombe sur des trésors, on va tout simplement révéler la tuile trésor et gagner ses récompenses. Si on a une barre oblique comme ça, ça indique évidemment qu'on a le choix entre 2 récompenses. Les dents en or sont en quelque sorte la monnaie qu'on va pouvoir utiliser pour acheter des choses pendant notre run. C'est pas quelque chose qu'on garde d'un run à l'autre. On va avoir des cellules qui sont l'expérience du jeu. Ça, c'est des choses qu'on va garder, qu'on va dépenser à la fin d'un run pour aller chercher des avantages permanents. On peut avoir des trésors, que quand on va piger un trésor, on pige simplement la première carte du deck trésor, on la révèle et on l'assigne à un des joueurs. Et en début de partie, les joueurs peuvent avoir une seule carte équipement d'équiper. Dès qu'on en a une, donc les autres, puis on peut pas changer, puis on peut pas les donner aux autres joueurs. Fait que si on a une carte équipement, on a juste un espace, puis on l'utilise, on l'équipe, mais ça indique que toutes les cartes des autres cartes équipement qu'on va avoir, on pourra pas l'équiper. On peut avoir plein d'autres choses sur les trésors, on peut gagner des parchemins. Si on gagne un parchemin et il y a cette icône-là, ça indique que le premier joueur va progresser dans cette couleur-là. Fait qu'ici, dans ce cas-là, si c'était ce parchemin-là qui avait été ici, par exemple, lui, il aurait tout simplement avancé comme ça. Disons que c'est ça qui se passe. Après, le jeton, il est défaussé, on peut aller trouver des schémas comme ça ici. Quand on trouve un schéma, peu importe la façon dont on le trouve, c'est qu'on va prendre la première carte en dessous de la pile schéma, on va la prendre comme ça ici, et on va aller la poser chez le collecteur, qui est sur le plateau des mutations, sur lesquels je vais revenir entre les phases de run. Donc, c'est les différents bonus qu'on peut aller chercher quand on rencontre des tuiles trésors.
Plus loin, dans d'autres biomes, parfois, je vais avoir des trésors ordinaires, exactement comme ceux que je viens de montrer, fait qu'avec des récompenses tout à fait classiques. Parfois, je vais avoir des coffres maudits. Si on ouvre un coffre maudit, fait qu'on le voit avec son allure sympathique, que c'est un coffre maudit. Si on ouvre un coffre maudit, on va avoir une récompense, mais on va aussi avoir une conséquence. Dans ce cas-ci, par exemple, on voit que c'est la conséquence 1. Pour savoir c'est quoi les conséquences, à l'endos du livre de règles, on a les conséquences des coffres maudits, la légende des trésors maudits. Ça va me dire, dépendamment du biome dans lequel on se trouve, fait que si je suis dans P6, la conséquence 1, c'est ça, la conséquence 2, c'est ça. Fait qu'il y a ça aussi à savoir, quand on va arriver dans les environnements un petit peu plus avancés, on peut avoir aussi quelques conséquences négatives. Les autres choses qu'on peut rencontrer, évidemment, ben là, on se doutera quand on arrive à un chemin comme ça va déterminer un choix qu'on va avoir à faire. Fait que si je m'en vais par là, ça veut dire que je vais essayer de progresser dans le biome par en bas. Si je m'en vais de l'autre bord, je vais essayer de progresser par en haut. On voit que j'ai même un petit test de compétence ici. D'une façon ou d'une autre, si on avance vers un carré, c'est ça qui va déclencher les combats. Si on voit cette icône-là sur une tuile, ça indique qu'on a un changement de premier joueur. Fait que le jeton premier joueur passerait ici et j'ai les têtes de mes ennemis. Dans ce cas-ci, on reconnaît probablement. Ça veut dire qu'on va avoir affronté un élite et un monstre ordinaire. Et dans la zone de trésor, il va avoir un parchemin vert. C'est ce que ça indique. Si j'avais monté de l'autre côté, ben même chose, mais là j'aurais eu 2 ennemis ordinaires. Par contre, dans la zone de trésor, j'aurais eu 2 dents en or plutôt qu'avoir un parchemin. Les combats, je vais revenir un petit peu plus en détail après que je vais avoir expliqué la phase d'exploration. Mais pour l'instant, on se rappelle que généralement, on va avoir l'icône. C'est là qu'on va avoir l'icône pour changer de premier joueur. On va avoir un nombre de monstres et une récompense potentielle à aller chercher dans le combat. Quand il y a une tuile de combat qui sont toutes les tuiles carrées. Ensuite, si on continue la progression, ben là, on arrive à un test de compétences. Les tests de compétences, il peut en avoir 2. Parfois, je vais avoir une couleur spécifique qui est demandée. Ici, c'est pas le cas. On le voit par le point d'interrogation. Quand c'est une couleur spécifique qui est demandée, ben, le joueur actif, fait que celui qui a le pion premier joueur, donc la petite couronne, il va regarder dans sa main puis il va regarder s'il y a la couleur qui est demandée. Fait que si j'avais un test couleur vert, ben j'ai une carte verte, je pourrais dire j'ai réussi le test, je défausse cette carte-là, j'en pige une autre de ma main pour remplacer celle que j'ai défaussée. Dans ce cas-ci, on voit que c'est un test secret. Fait qu'on ne saura pas d'avance sur quoi on va tester. Quand on traverse ce type de case-là, tout ce qu'on a à faire, on a la petite couronne, ça désigne donc le premier joueur. Le premier joueur va défausser la première carte de son deck. Il va regarder s'il y a un des icônes qui est demandé. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. S'il y avait eu un icône vert, il aurait pu se guérir de 1. S'il y avait eu un icône mauve, il aurait pu gagner une dent en or. S'il y avait eu un icône rouge, il aurait pu gagner une cellule. Le petit symbole de fiole comme ça indique qu'on se guérit d'un point de vie. Dans tous les cas, comme j'ai raté mon test, mais la carte est simplement défaussée, puis ici, on ne gagne rien. On continue donc vers l'hexagone. Les tuiles hexagonales sont des portes. On ne sait jamais ce qu'il va y avoir derrière. Dans ce cas-ci, on voit que j'ai un changement de premier joueur. On gagne une dent en or et on gagne un parchemin rouge. Le parchemin rouge, cette fois-ci, contrairement à ce qu'on a vu tantôt, il n'est pas associé au premier joueur. Fait qu'on, je pourrais dire à mon collègue l'immolé, ben tiens, progresse dans ta compétence rouge. On se rappelle que quand on progresse avec des parchemins, ça veut tout simplement dire qu'on avance le parchemin de la dite couleur. Les cellules et les dents en or, quand on en ramasse, on va les placer dans la besace. Fait que dans ce cas-ci, on placerait une dent en or dans la besace. Ça va me faire une récompense que je vais pouvoir utiliser plus tard. Ici, on arriverait avec un choix. J'arrive à un marché où j'arrive avec ces espèces de tuiles mystérieuses-là. Ces tuiles-là, encore une fois, c'est toujours le même principe. On retourne et on va regarder qu'est-ce qu'on a. Dans ce cas-ci, on voit que ça déclenche un combat. On a un changement de premier joueur. On va se battre contre un élite, un ennemi ordinaire. Et dans la zone de trésor, on va mettre un parchemin rouge. Si j'avais plutôt décidé de descendre vers le marchand, ben généralement, le marchand va me dire justement que j'ai une façon d'échanger mes dents en or. Dans ce cas-ci, je pourrais payer une dent en or, le faire une fois, et aller chercher une carte trésor. Si je décide de le faire, ben dans la besace, on a justement une dent en or. On pourrait la dépenser, aller chercher une tuile, pas une tuile, mais une carte équipement, la première du deck, et la donner à un joueur qui a encore de la place. Je rappelle qu'en début de campagne, on a simplement un équipement qu'on peut avoir d'équipé. Et là, dans la petite run que je viens de faire, ça serait le premier qu'on trouverait. Fait que les joueurs, normalement, vont avoir encore de l'espace. Et on continue tout simplement comme ça dans la phase d'exploration jusqu'à temps qu'on arrive à une porte ou jusqu'à temps qu'on arrive à un boss.
Fait que dans ce cas-ci, par exemple, peut-être que je pourrais décider de continuer par là. Ça va déclencher un combat. Je vais avoir 2 ennemis, une cellule dans la zone de trésor de ce combat-là. Comme j'ai dit, les combats, je reviens dans quelques instants. Si j'ai pris ce chemin-là, j'aurai pas le choix du reste du chemin. Fait que ici, je vais avoir une porte, un autre combat, pas de récompense spécifique, mais j'ai un changement de premier joueur, un combat avec 2 ennemis ordinaires. Je vais continuer ici. Ici, je sais que ça va être un combat. Donc ici, j'ai 3 ennemis ordinaires, mais dans la zone de combat, j'ai un parchemin mauve qui est à l'enjeu. Et on a encore un changement de premier joueur. Et là, j'arriverai à la fin de mon premier tableau, de mon premier environnement. On voit ici que sur cette route-là, il y a un symbole de rune, ce qui indique que si je ne possède pas encore cette rune, je ne peux pas passer par là. Dans mon cas, comme c'est ma première partie, évidemment, je n'ai pas le symbole de rune, ce qui veut dire que je suis obligé d'aller vers les égouts toxiques. Et se rendre à une porte, ça indique une première phase entre les biomes où je vais avoir une espèce de petite maintenance à faire avant de continuer. Si j'avais débloqué cette rune-ci, ben là, j'aurais le choix d'aller vers les égouts toxiques ou d'aller vers les toits de la prison. Dans tous les cas, j'ai quand même une espèce de phase de campement, si on veut, entre 2 biomes. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer le combat, puis ensuite, on va expliquer qu'est-ce qui se passe entre les biomes. Donc, allons-y avec un combat. Disons que c'est cette tuile-là que je viens de rencontrer. Ça indique qu'on change le premier joueur, il tourne dans l'ordre des aiguilles d'une montre, et ensuite, on va placer nos ennemis et la zone de trésor. Fait que nos ennemis, j'ai un ennemi d'élite, un ennemi ordinaire. À moins que j'ai quelque chose qui le dise de façon contraire, on va piger les ennemis un par un et on va les placer de gauche à droite sur ces 3 cases-là ici. Par exemple, si je prends cet ennemi-là, justement, la première chose que je vais aller regarder, c'est est-ce que j'ai quelque chose qui vient changer ce que je viens de dire? Oui, c'est le cas. On me dit que cet archer mort-vivant-là, il s'en va complètement à droite. Fait que mon premier ennemi, au lieu de le placer là, je vais aller le placer ici. Ensuite, mon deuxième ennemi, je les prends de gauche à droite, donc je le prends dans la zone de pile d'ennemis ordinaires. Lui, il n'y a pas de règle de placement spéciaux, donc il va aller juste ici. Et la mise en place dans mon combat est pratiquement finie. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller placer les trésors. Fait qu'on voit que dans la zone de trésor, on voit l'icône juste ici, c'est la zone qui se trouve juste ici. C'est là qu'on va aller mettre les trésors s'il y en a. Je vais aller mettre un parchemin vert. Fait que je vais donc prendre dans ma réserve un parchemin vert et je suggère d'avoir un petit quelque chose pour trier tous les jetons qui viennent dans le jeu qui peuvent être utilisés pendant le combat. Et quand cette mise en place-là est faite, bien là, on est prêt à commencer le combat. Pour faire un combat, les joueurs vont avoir à jouer un total de 3 cartes dans leur zone active, peu importe le nombre de joueurs qu'on a. Fait que si on joue par exemple à 2 joueurs, le premier joueur va jouer 2 cartes, le deuxième joueur va en jouer une. Si on joue à 3 joueurs, l'exemple que je vais vous montrer, chaque joueur va jouer une carte tout simplement. Si on joue à 4 joueurs, il y a un joueur qui devrait passer le combat et faire autre chose sur lesquels je reviendrai rapidement. Disons que je suis le premier joueur, ben là ce que j'ai à faire, c'est de choisir une carte que je vais jouer. La carte va m'indiquer dans les 3 phases du combat qu'est-ce que je vais faire dans ce combat-ci. Fait que phase 1, phase 2, phase 3, il pourrait même avoir une phase 0, parfois certaines cartes un petit peu plus puissantes ou certains effets spécifiques. La twist importante, c'est qu'on n'a pas le droit de dire aux autres joueurs de façon extrêmement détaillée qu'est-ce qu'on va faire. On a le droit de dire une action qu'on va faire sans donner son niveau de puissance exact et une phase. J'aurais le droit de dire, par exemple, ben moi les gars, je vais jouer une carte qui va faire que je vais pouvoir ramasser le trésor à phase 3 ou je vais faire des dégâts à la phase 2. Ou peut-être que je pourrais dire, ben gang, je vais faire une action, comment ils appellent ça, en tout cas l'action de cog, d'habileté, je pense, ou d'aptitude à la phase 1. Ainsi de suite. Mais on n'a pas le droit d'être même plus précis que ça. Et je vous avouerai tout de suite, première petite critique du jeu, c'est un peu flou dans le livre de règles. Quelles sont les règles concrètes d'information parce qu'on nous dit qu'on a le droit de discuter des actions qu'on va faire, mais pas des icônes. Évidemment, si je dis que je vais attaquer, mais ça sous-entend une icône de cœur. Fait que bref, on choisit nos cartes. Chaque joueur va choisir une carte. Pour cet exemple-ci, je vais les mettre littéralement. Puis j'ai juste les 3 premières cartes du deck. Fait que le joueur à ma gauche, l'immolé, va jouer l'écartelé va jouer cette carte-là. Moi, en tant qu'immolé, je vais jouer cette carte-là. Et l'écorché va jouer cette carte-là. Quand c'est fait, ben, on révèle les 3 cartes. Fait qu'on va les mettre comme ça ici. On se rappelle que ça, c'est ma carte. Ça, c'est la carte de mon joueur à ma droite. Ça, c'est la carte du joueur à ma gauche. Quand on joue, évidemment, dans la vraie vie, on a une zone comme ça pour pouvoir placer sa carte active. Tous les joueurs font la même chose sur leur plateau respectif. Comme j'ai pas assez de place pour les plateaux, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur mon plateau. Fait que moi, à ma droite, à ma gauche. Et ensuite, ce qu'on va faire, quand les cartes sont toutes révélées, c'est qu'on va partir
Première phase de cette case-là jusqu'à la dernière case, activer tous les personnages, qu'est-ce qu'ils font à la première phase. On va descendre ce marqueur-là, on va refaire la même chose à la deuxième phase, on va le faire une troisième fois, et si le combat n'est toujours pas terminé après 3 phases, il va prendre fin de façon prématurée et on n'aura pas nécessairement été chercher toutes les récompenses qu'on va vouloir aller chercher. Fait que voyons comment ça se passe. On arrive, premièrement, est-ce qu'on a une phase 0? Phase 0, on va avoir certains personnages qui vont avoir des habiletés de phase 0, certaines cartes, par exemple. On voit ici que mon ami l'écorché, s'il a son parchemin vert qui est avancé, ben lui, à la phase 0, il gagne un bouclier. Fait que je pourrais lui mettre un bouclier directement sur lui. La phase 0, c'est un peu la phase qui précède le combat. Moi, en tant qui me mollait. On voit que si j'avance ici, mais à la phase 0, je vais infliger un point de dégâts sur n'importe quelle case, la case derrière moi ou l'une des 3 cases avancées. Disons, à titre d'exemple, que j'avais avancé ça, mais quand on commence la phase 0, fait que la phase pré-combat, je pourrais dire, ben tiens, moi je commence tout de suite en faisant un dégât sur l'archer mort-vivant. Ensuite, quand on arrive à la phase 1, ben on part dans cette case-là, il n'y a personne. On avance ici. Ça représente le groupe de joueurs. C'est donc en arrivant là qu'on va résoudre les cartes des joueurs. Fait que dans mon cas, je suis le premier joueur. J'ai mis la petite couronne ici pour s'en rappeler. C'est donc moi qui joue en premier. On voit qu'ici à la phase 1, je fais rien. Je passe à mon ami l'écorché, le joueur suivant dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Lui non plus n'a rien à la phase 1. J'arrive à mon ami l'écartelé qui a joué une carte lame lourde qu'on va avoir plus tard dans le jeu. On voit qu'il peut infliger 1 de dégâts soit à l'ennemi derrière lui, soit à un des ennemis en 2 premières positions. Il ne se rend pas à l'archer mort-vivant. Il va donc infliger 1 dégât au lanceur de couteau. Ensuite, on continue, fait que comme cette case-là est faite, on va faire cette case-là. On voit que le lanceur de couteau, lui, va infliger une goutte de sang. C'est nous qui décide à qui. Disons que je décide qu'on l'envoie à l'écorché. S'il y avait eu un petit symbole de couronne, comme on le voit ici à la phase 3 de l'archer, ça indique que c'est le leader qui doit avoir cette habilité, qui doit recevoir ce dégât-là absolument. Il n'y a pas d'ennemi ici. Lui, il va faire 2 dégâts à 2 ennemis, à 2 personnages différents. Les cœurs sont séparés, ça indique 2 personnages différents. Si les cœurs étaient superposés ou juxtaposés, ça aurait indiqué 2 dégâts au même personnage. Fait que disons que moi, en tant qu'immolé, je décide d'avoir un premier point de dégâts, je le place là et on envoie l'autre sur l'écorché. La première phase est donc terminée. À ce moment-là, tous les ennemis vont se rapprocher d'une case. Et si on a des dégâts de poison, donc si on avait réussi à infliger un dégât de poison sur lui, entre chaque round, il va subir un dégât à cause du poison. Et on recommence la deuxième phase. Toujours pas d'ennemis ici. Je m'en viens là. Je peux faire un dégât sur un des 2 premiers ennemis. On voit que lui est invisible à la deuxième phase. Ça veut dire qu'on ne peut pas rien faire contre lui à la deuxième phase. J'ai donc pas le choix d'envoyer mon deuxième point de dégâts sur lui juste ici. Fait que j'y envoie mon point de dégâts. Ça y en fait 3. Ça correspond à ses dégâts. Mais disons que pour mon exemple, il n'avait pas été empoisonné. S'il y avait eu ces 3 dégâts, on le défausse, on ramasse sa récompense. On voit que après, je commençais donc, moi j'ai fait le dégât ici. Lui, il fait rien. Lui arrive, il peut faire la même chose que moi. Fait qu'encore un dégât à la deuxième case. Fait que je fais le dégât juste ici. Là, ça y fait 3 points de dégâts. Quand on a un ennemi qui meurt, on va aller chercher sa récompense. Sa récompense, elle est dans le bas ici, à côté de sa petite pierre tombale. Lui, ça indique qu'on gagne un trésor. Je prends donc un trésor, je le place dans ma besace. Et je vais l'avoir à la fin du combat. Deuxième phase, lui, il fait rien de particulier. On arrive donc à la troisième phase. Il n'y a rien. On arrive à nous, on commence par moi. J'ai une petite main comme ça dans le bas de ma carte. On voit ici, j'ai une petite main comme ça. Ça indique dans cette phase-là que je vais pouvoir ramasser le trésor. Si on a un seul trésor, on est bien correct, on le ramasse. Si on a différents types de trésors qui sont disponibles, on va avoir à aller décider un type de trésor, mais on ramasse tous les trésors de ce type-là. Fait que ça avait été comme ça. J'aurais le choix entre ramasser soit la dent en or, soit les 2 cellules. J'aurais probablement ramassé les 2 cellules. J'envoie ça dans ma besace. Mon action est faite. Lui, il va infliger 2 dégâts nets. Le petit symbole juste à côté indique que ça traverse les boucliers s'il y en a. Fait que donc, on va le tuer. Lui, il me dit dans sa récompense, je gagne une cellule, une dent en or, et on enlève une goutte de sang d'un prisonnier. Je peux donc enlever la goutte de sang d'un prisonnier. Je gagne une cellule, une dent en or que je place à la besace. Très important de préciser qu'on continue toujours le combat jusqu'à la fin, même si tous les ennemis sont morts ou si un
un des prisonniers qui meurt, ce qui veut dire que si j'avais tué tous mes ennemis dans la deuxième phase, je fais quand même la troisième phase qui me permet d'aller chercher le trésor ou potentiellement, si j'avais un de mes personnages qui était mort pendant le combat, mais j'aurais quand même la chance d'aller chercher le trésor ou d'aller tuer d'autres ennemis puis aller chercher leur récompense avant la fin du combat. Je ne les ai pas expliqués, mais là, il y a un paquet de jetons différents qu'on peut placer en combat. Fait que ici, chaque joueur va avoir une petite tête de jeu qui indique sa progression, comment elle fonctionne, et qui va avoir des icônes, avec les icônes flammes, si j'en mets un, ça fait rien, si j'en mets deux, ça tue l'ennemi, les icônes de cible me font des dégâts supplémentaires, la goutte de sang, si j'arrive à la 4e phase de jeu, donc à la fin d'un combat, ça va tuer tous les personnages qui ont une goutte de sang sur eux, fait qu'il faut absolument s'en débarrasser si les joueurs ont ça, les immunités, les boucliers fonctionnent comment, fait qu'on a un petit rappel de tous les jetons, fonctionnent comment. Je précise finalement que si on arrive à la fin de la phase 3 et qu'il y a encore des ennemis vivants. Dans ce cas, disons que j'avais 3 ennemis, j'avais réussi à tuer le lanceur de couteau puis l'archer, mais pas le porteur de bouclier. Mais si on arrive à une éventuelle phase 4, on fait tout simplement défausser les ennemis. Il y a certains ennemis qui ont même des effets de phase 4, ils peuvent faire un dernier dégât ou aller chercher quelque chose, puis on va les défausser. Le combat se termine quand même. On ne joue pas une deuxième carte dans un combat, c'est toujours juste une carte par combat. Et on se rappelle qu'entre chaque phase, comme je l'ai dit, s'il y a des ennemis, ils vont avancer. Et entre chaque phase, il y a des dégâts de poison qui vont se faire pour ceux qui ont des dégâts de poison. Le tout est d'ailleurs rappelé juste ici. Et on s'en doutera, à la fin d'un combat, la carte que j'ai jouée, je vais la placer dans ma défausse et je vais piger une nouvelle carte pour remplacer, toujours la gardant secrète, ne montrant pas ou ne disant pas à mes coéquipiers qu'est-ce que j'ai pigé. C'est de l'information qu'on garde secrète. À la fin d'un combat, on va également aller partager tout ce qu'il y a dans la besace. Les cellules et les dents d'or vont y rester, on va s'en servir autrement, mais si on a gagné des parchemins ou des trésors, ben là, on peut les assigner à des joueurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me donner ceci et là, un petit parchemin vert, mais je vais dire, ben, c'est moi qui vais le prendre, ça va me permettre de monter comme ça, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, j'ai un point de vie supplémentaire. Vu que j'en ai perdu un au combat, c'est pas une même chose, c'est pas une mauvaise chose, fait que dès que je passe à un point de vue supplémentaire, ben on pousse ça ici pour le montrer et le monter. Éventuellement, on peut gagner divers bonus. Ici, je serai immunisé aux dégâts de gel. Je pourrais aller chercher un autre point de vie si je maximise ma piste verte, qui est la piste de survie. Une fois qu'on comprend un peu mieux les combats, maintenant, comme je l'ai déjà dit, on va arriver éventuellement à un point où on va sortir du biome. Fait que si on termine un biome comme ça ici, on va l'enlever. On va enlever ce plateau-là. On va défausser tous les trucs comme ça et on va aller chercher le prochain biome qu'on veut faire. Fait que soit les égouts toxiques si je suis sorti par ici, soit le toit de l'étoile de prison si je suis sorti par là. Mais avant de faire ça, on va avoir une phase entre biomes que je vous explique à l'instant. Pour la phase interbiomes, on va aller regarder notre plateau de mutation. Là, je ne vous le montre pas au complet, je vous en fais un bref aperçu comme ça ici. On voit que c'est un grand plateau. Essayez de ne pas trop lire les cartes, il y a des petits spoilers là-dedans. C'est un grand plateau sur lequel il va y avoir différents bonus qui vont se placer au fur et à mesure qu'on avance dans notre campagne. Dans mon cas, pour l'instant, je vais me concentrer uniquement sur cette partie-là de laquelle j'ai enlevé les différentes cartes que j'ai trouvées. Fait que c'est vraiment ton état de départ. Je t'ai déjà dit que quand tu croises un schéma, fait que quand tu réussis à aller prendre une carte qui a cette icône-là, que tu gagnes cette icône-là comme bonus, tu prends le dessus, en dessous de la carte de ce deck-là et tu la places sur la case du collecteur. Quand tu arrives dans la phase interbiome, la première chose que tu vas faire, c'est que toutes les cartes collecteurs que tu as placées, tu vas aller les mettre sur le dessus de ton deck de cartes équipement. Fait que tu vas aller les placer juste au-dessus de ton deck de cartes équipement, ce qui veut dire que c'est elle la prochaine carte que tu vas piger quand tu vas piger une carte trésor. Et ensuite, tu peux utiliser les habiletés des 3 cases une fois chacune. Fait que pour une dent en or, une fois, on peut soigner une blessure d'un de nos prisonniers, sinon les blessures restent. Pour une fois 2 dents en or, tu peux aller piger la première carte du deck. Fait que tu comprendras que vu que je viens de rajouter une carte sur le dessus du deck, si je vais la piger, je vais piger la carte que je viens de gagner. Et pour une fois 4 dents en or, tu peux aller chercher une nouvelle carte schéma. Fait que tu t'en vas dans le dernier biome que tu viens de faire, tu prends la nouvelle carte schéma, puis tu la remets sur le dessus de ton deck. Tu sors de ça dans l'ordre que tu veux, fait que je pourrais très bien faire celle-ci avant celle-ci si j'ai suffisamment de dents en or de fait. Éventuellement, c'est possible que tu débloques d'autres bonus que tu peux utiliser dans les phases interbiomes ou que tu améliores, tu t'en douteras. Ces cartes-là, tu vas avoir des cartes que tu peux aller sliver là-dedans pour améliorer ces habiletés-là de façon permanente. D'une façon ou d'une autre, quand tu as fait cette petite phase-là, fait qu'est-ce que je me guéris, est-ce que j'achète des nouvelles cartes trésor ou schéma, ben là, tu prépares ton prochain biome. Le reste des explications seront brèves parce que j'aimerais ça te spoiler le moins possible.
Tout ce que je vais dire, c'est quand tu arrives dans un nouveau biome, un deuxième biome, dans ce cas-ci, égout toxique, j'avais pas le choix, c'est le seul que je peux faire, tu vas habiter les choses, tu vas bâtir les choses exactement de la même façon. Fait que là où il y a des cercles, tu vas mettre des cercles, toujours au hasard. S'il y a ton espèce de pentagone, je sais pas trop où il est ici, tu vas aller placer ça. Des fois, tu as des petits totems mystérieux comme ça. Qu'est-ce qui peut bien se cacher là? Tu as toujours des tuiles de marchand à placer. Tu vas toujours avoir tes tuiles hexagonales à placer aussi également. Et tu vas toujours avoir quelques carrés à placer comme ça aussi. Comme je l'ai déjà dit, tu vas avoir des chemins qui sont barrés par des runes. Tu vas avoir des runes mystérieuses comme celle-là ou celle-ci que tu ne sais pas qu'est-ce qu'elles font en début de campagne. Tu vas le découvrir un moment donné. Fait que pour l'instant, tu fais juste les ignorer. Et la plupart des plateaux ont des règles spécifiques qui leur appartiennent. Lui, on voit, on est dans des égouts toxiques. Fait qu'il y a des espèces de petits symboles comme ça de danger radioactif. Et je ne te les expliquerai pas parce que tu vas généralement avoir directement sur le plateau l'explication qui vient avec. Fait que chaque plateau peut avoir des règles spéciales, mais je vais avoir les explications qui sont écrites directement sur le plateau. Fait que c'est généralement assez facile de s'y retrouver. Fait que le principe, lui, reste le même. On trouve sa zone de départ, on se choisit un chemin et on tente de progresser. Là, je ne te les révélerai pas, je vais te laisser les découvrir, mais on sait que ça, c'est une porte, donc on n'est pas certain. On sait que ça va être un combat. On sait que là, je vais avoir un marchand. Pour passer par là, je dois faire un test vert, c'est-à-dire que le joueur actif doit défausser une carte verte de sa main. Et là, lui, ici, j'ai un marchand, donc je vais pouvoir faire un échange. Ici, je vais avoir un trésor. Ici, si je ne veux pas passer par le chemin toxique, il va falloir que je défile, que je défausse une carte d'une couleur. Si j'ai la verte, je peux encore passer par là, aller chercher les différents bonus. Et éventuellement, on va se rendre jusqu'à un boss. Le boss, il est toujours au deuxième biome. Fait que si on réussit à traverser le premier biome qu'on amène, le deuxième biome, ça va toujours nous amener vers le boss. Fait que si j'avais choisi les toits de la prison, on se rappelle que j'avais le choix entre les toits de la prison ou les coups toxiques, les toits de la prison m'auraient quand même amené vers le concierge, ça amène toujours vers un boss. Ce qui m'amène au combat de boss. Les combats de boss ressemblent beaucoup à n'importe quel biome qu'on va traverser, à part qu'on n'a pas de plateau. Fait qu'on va avoir une espèce de petite tuile. Le premier boss, c'est le concierge que tu vas affronter. J'ai pas du tout la bonne carte dans les mains. Elle est juste ici. Le premier boss, c'est le concierge que tu vas affronter. Tu vas avoir une petite mise en place à faire. Dans ce cas-ci, il va me dire de mettre le concierge sur ce côté-ci, sur cette case-là. Il va me dire de placer des vagues de feu sur un icône particulier, sur un endroit particulier, puis je vais avoir un deck de cartes à brasser juste ici. Comme les autres biomes, il va également avoir un deck de cartes schéma. Le truc, le mien, il est vide pour le concierge. Ça veut dire que ça fait une couple de fois je le tabasse. Fait que tu vas avoir un deck de schéma à placer ici. Tu vas avoir ton deck de trésor. Pareil comme les autres scénarios. La seule différence, c'est que tu n'as pas de plateau, lui. Et le combat va se faire exactement de la même façon. Les seules différences par rapport au combat de boss, c'est que ça se peut qu'on joue plus qu'une carte. Donc, chaque joueur va jouer une carte secrètement, peut discuter d'une des actions qu'il va faire sur l'une des trois phases. On résout de gauche à droite, fait qu'on commence par cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là. Ici, ces cartes-là représentant les cartes des joueurs, évidemment, puis on fait celle-là, celle-là. Si on réussit à enlever tous les 7 points de vie du boss, le combat prend fin immédiatement. On ne fait pas le reste de la phase. On tourne la carte, on joue une nouvelle carte, puis on continue. Ça va prendre plusieurs cartes tuer un boss. Si à la fin de la phase 3, on n'a toujours pas tué le boss, on défausse, on prend le pion premier joueur, va passer au joueur suivant, qu'on envoie le pion premier joueur au prochain joueur, et on rejoue une nouvelle carte. Fait que les boss, c'est les seules exceptions. On peut jouer plusieurs cartes sur le même boss. Si on réussit à tuer le boss 2 fois, une fois de ce côté-là, une fois de ce côté-là, ben là, on a la victoire contre le boss. On va avoir quelque chose à lire en termes de victoire que je vais te laisser découvrir par toi-même. Et tu vas continuer comme ça jusqu'à temps que tu finisses ton run. Il y a 2 façons de finir un run. Dès qu'un des joueurs tombe à 0 point de vie, fait que dès que si j'ai 4 points de vie puis je mange mon 4e point de dégâts, je tombe à 0 point de vie, le round se termine à la fin de ce combat-là. On prend quand même le temps de finir le combat, ce qui veut dire que ça se peut qu'on trouve des nouveaux schémas, qu'on trouve des nouveaux des nouvelles cellules, des nouvelles dents en or, etc. On peut quand même trouver une coupe d'affaires avant la fin du combat. La deuxième façon de mettre fin à un run, c'est de battre un boss. Fait que dans l'exemple que je viens de faire, si je bats le concierge, ça met également fin à un run. À la fin d'un run, on réinitialise tout. Fait que je me remets mes parchemins au début, je ramène mes points de vie comme ils étaient, je défausse toutes mes cartes équipement, fait que ça je le garderai pas, j'envoie ça dans la défausse de cartes équipement, je rebrasse mon deck, on repart comme si on commençait une nouvelle game. On va défausser tout ce qui est dans la besace également, fait que c'est ce que j'ai ici, je le défausse, je ne garde que les cellules. Même les schémas pour pouvoir
rendre les schémas permanents dans le deck de cartes équipement, il faut que j'ai réussi un biome. Si j'ai des schémas qui traînent présentement chez le collecteur au moment où un run se termine parce qu'on a été éliminé, ben ces schémas-là vont retourner en dessous du deck schéma. Je ne les aurai pas tout de suite. Par contre, si j'ai réussi à finir un biome et donc je l'ai mis sur le dessus du deck de cartes équipement, ben une fois qu'il est rendu officiellement dans le deck de cartes équipement, il va rester là jusqu'à la fin de la campagne ou jusqu'à temps que j'applique des effets pour enlever des cartes dans le deck de cartes équipement. Fait qu'on réinitialise tout, comme je l'ai dit, sauf les cellules. Les cellules, elles, on va pouvoir s'en servir pour débloquer des choses de façon permanente. Et là, je t'avertis, je vais essayer de garder les spoilers au minimum, mais il y a quand même des petits spoilers. Je vais quand même essayer de garder ça au minimum. Tu as grosso modo 4 façons de dépenser tes cellules. Tu as le deck de cartes survie, le deck de cartes brutalité, le deck de cartes tactique. C'est écrit sur le dessus du deck, puis quand tu fais ta première mise en place, on te dit fais bien attention de ne pas brasser ces cartes-là. Si jamais tu te trompes, ils ont tout un ordre numérique dans le bas à droite qui t'indique les numéros des cartes que tu peux les replacer. Et c'est des decks dans lesquels tu peux dépenser tes cartes cellules. Tu vois quel genre de gars je suis. Moi, le deck de brutalité, il est déjà à son niveau max. Fait que ça coûte très cher aller chercher des cartes du deck brutalité. Mais tu vois ce que ça fait. Maintenant, je peux payer 10 cellules pour détruire une carte d'un deck prisonnier. Parce que les nouvelles cartes que tu gagnes, tu es obligé de les rajouter à des decks de prisonniers. Et, en plus de ça, tu ne recomposes pas ton deck à toutes les parties. Fait que pour pouvoir enlever des decks, une fois que tu as rajouté un deck, il reste une carte dans ton deck, ça va rester là. Si tu veux enlever tes cartes, par exemple, tes cartes de base que tu aimes moins, ben ça coûte cher les enlever. Donc, tu dois payer des cellules comme ça pour pouvoir nettoyer ton deck. Fait que le deck de cartes brutalité va te permettre d'ajouter des cartes dans ton deck, il va te permettre d'aller chercher des bonus permanents, des missions. En fait, les 3 decks vont fonctionner un peu de la même façon. C'est le type de carte puis le type de bonus qui va changer d'un deck à l'autre. Je ne veux pas trop t'en révéler, mais le principe étant toujours que quand tu achètes une carte dans un deck, on te dit toujours va chercher la carte du dessous et rajoute-la à ton deck. Fait que là, je peux avoir des consignes. On voit que cette carte-là, quand je vais la rajouter, ils vont me dire de la mettre sur le dessus, puis à partir de maintenant, ça va coûter plus cher aller acheter des cartes, mais j'ai évidemment d'autres bonus qui vont s'ajouter à ça. C'est dur de bien l'expliquer tout dans le détail sans trop t'en révéler. Je fais juste te dire que tu as remarqué que c'est le même format que les decks de cartes joueurs que tu as. Fait que c'est là-dedans que tu vas aller chercher des nouvelles cartes pour tes joueurs, que tu vas aller pouvoir les placer dans tes mains. Fait que des cartes qui vont mettre du bouclier, guérir, permettre de survivre, qui vont frapper fort, faire des effets offensifs, qui vont faire des effets plutôt tactiques, qui vont te permettre de gagner des actions d'aptitude, qui est une ligne d'action que chaque joueur a dans le milieu de ses lignes d'action, qui vont faire un paquet d'affaires différentes selon les joueurs. Et tu as un deck de cartes secret on va te dire de temps en temps de faire certaines choses qui te permettent d'aller piger là-dedans. Il marche comme les autres decks, c'est-à-dire que quand tu vas chercher une carte, tu vas chercher la dernière en dessous du deck, fait que tu les gagnes dans un ordre spécifique. Tu as également le deck de puits abandonné, qui c'est écrit sur le deck, il ne sert pas à grand-chose. Quand la première fois que tu es là, fait qu'ici, deck puits abandonné niveau 1, tu dépenses une cellule, tu vas chercher la deck en dessous, tu vois que j'ai pas mal tout été les chercher, puis je te dirai pas qu'est-ce qu'on y trouve dedans. Pour terminer, je le garde volontairement un peu plus loin puis un peu plus flou, fait que je te suggère de pas trop concentrer sur les cartes que tu vois, mais on a un plateau de mutation. Je t'ai déjà parlé de ces 3 cartes-là, des cartes que tu utilises entre les biomes, où tu vas avoir une petite phase, tu peux débloquer des habiletés, il y a des cartes que tu peux sleever qui vont te donner des pouvoirs pendant tes runs, il y a des cartes dans le haut que tu peux sleever qui vont te donner des pouvoirs au début de tes runs, c'est ce qui fait que tu vas aller chercher différents niveaux de puissance puis tu vas pouvoir aller dans des runs de plus en plus difficiles. Et tu as des runes en haut à gauche que quand tu les débloques, ça débloque divers avantages, entre autres de passer par certains corridors, mais les autres runes vont donner aussi d'autres avantages que je te laisse encore une fois découvrir en cours de partie. Tout ce que je te dis sur ce plateau-là, c'est que c'est un plateau qui se sleeve. Fait que tu vas pouvoir déplacer des cartes de façon permanente à l'intérieur de ce plateau-là. On voit que tous les endroits, tu peux sleever des cartes. Ça te permet d'avoir des effets qui restent permanents. Et c'est ça qui va te servir pour sauvegarder ta partie. Parce que ça, une fois que tu as fini de jouer, tu fais juste le replier. Puis ça s'en va dans la boîte. Puis toutes les cartes que tu as sleevées dedans restent sleevées. Alors voilà, j'espère que c'était quand même relativement clair pour toi. Je commence avec les composantes comme d'habitude. Fait qu'au niveau de la critique, les composantes, je les trouve super bien. J'aurais aimé probablement des plateaux à double épaisseur pour que les jetons tiennent mieux. Mais j'assume que c'est un truc qui vient avec le Kickstarter. Ce que tu vois, c'est la version retail. La boîte fonctionne bien. Il y a un grand espace au centre qui est largement inutilisé. Je ne sais pas si c'est pour sleever les cartes ou si encore une fois c'était pour des éléments Kickstarter. Mais il y a un grand espace qui est utilisé. Mais j'aime bien que la boîte soit divisée
différents secteurs pour pouvoir classer les différents biomes. L'un facilement, fait que si je veux B3, je prends juste cette pile-là, puis je suis prêt à placer B3. Le fait que ce soit plusieurs plateaux, aussi, je trouve ça intéressant. Ils ont réussi à limiter l'espace en mettant les plateaux recto-verso. Fait que j'ai les égouts toxiques d'un côté, puis les tours de l'horloge de l'autre bord. Le graphisme est assez clair de façon générale. Il y a des aides de jeu qui vont aider. J'aime beaucoup ces petites aides de jeu carrées-là, où on a tous les statuts du jeu, et de l'autre côté, on a les pouvoirs spécifiques d'un des personnages. Le visuel sur les cartes est intéressant. C'est des cartes de bonne qualité quand même, que j'aime bien. Pas grand-chose de négatif à dire, c'est assez clair. Le livre de règles, coup-ci, coup-ça. Ça, je vais revenir dans les critiques de jeu plus détaillées là, au niveau du gameplay. Mais au niveau des composantes en tant que tel, c'est une belle production que tu as, la version magasin. Au niveau des règles, le cœur du jeu, je le trouve fort intéressant. Fait que le card play, le fait de jouer ses cartes. Tu joues juste une carte pour l'entièreté de ton combat. Avant de commencer avec le combat en tant que tel, phase d'exploration est super simple. Là. Tu t'avances une case, tu flippes la tuile, tu regardes qu'est-ce que la tuile te donne ou t'exige de faire. C'est le fun que quand tu avances dans les différents tableaux plus difficiles, parce qu'une fois que tu as battu le premier boss, tu peux recommencer, au lieu de commencer au premier tableau, qui est le quartier des prisonniers, tu peux commencer dans un tableau plus avancé. Faut que tu bats le deuxième, tu comprendras que c'est le même principe jusqu'à la fin. Fait que c'est intéressant que les nouveaux tableaux, il y a des petits twists mécaniques, des cloches à faire sonner, des tunnels dangereux à passer, des plateformes sur lesquelles on peut sauter, avec différentes petites mécaniques qui viennent rentrer en jeu. C'est intéressant. Puis comme je revenais, l'aspect le plus important du jeu, ça reste le combat. Puis c'est intéressant comment ton système d'action fonctionne, où je progresse, j'ai techniquement 5 phases de jeu, une phase 0, une phase 1, 2, 3, puis une phase 4. Habituellement, on fait rien dans les phases 0 et 4, sauf exception. Puis dans les 3 premières phases, mais là, c'est d'essayer de se coordonner avec ses coéquipiers. Ou si on joue solo, soit dit en passant, c'est que tu joues avec juste un bonhomme, mais tu as une épée magique avec toi qui s'appelle Sérénade, qui elle aussi a 3 points de vie, elle aussi a des lignes de compétences, mais elle tourne ses cartes au hasard, littéralement. Fait que t'as aucune idée ce qu'elle va faire. Elle a juste 3 cartes au début, mais elle peut en avoir plus éventuellement. Fait que t'as aucune idée ce qu'elle va faire. Puis si tu joues à 4 joueurs, ben, chaque combat, il y a un joueur qui va rester de côté, il participera pas au combat. Par contre, il va faire un test de compétence, il va défausser la première carte de son deck. Et si sa carte a une couleur, ben, il va monter le parchemin de cette couleur-là. Fait qu'il y a une progression que tu peux faire avec ça aussi. Fait que donc le système de card play est super intéressant. Ce que j'aime pas, par contre, puis là, ça va être particulier parce que c'est autant dans le mode coopératif que dans le mode solo. Il n'y a pas de mode compétitif, là. Mais j'aime pas le système de communication du mode coopératif. Je trouve qu'il n'est pas clair dans le livre de règles. On te dit littéralement, t'as pas le droit de discuter des icônes qui sont sur tes cartes. Mais c'est les icônes qui sont sur mes cartes qui dictent ce que je vais faire, mais j'ai le droit de discuter brièvement de ce que je vais faire à une des 3 étapes du jeu. J'aurais mieux aimé... Fait que je trouve que la communication est pas bonne dans le jeu. Les règles de communication sont inintéressantes pour moi. D'un autre côté, si tu joues pas avec ces règles de communication-là, le jeu devient extrêmement facile parce que les joueurs sont capables de se coordonner. Si tu joues par exemple solo, pour l'avoir essayé, solo avec 3 mains de cartes, tu te rends rapidement à la fin des tableaux avec probablement moins de puissance que tu serais censé avoir, étant donné que tu es capable d'avoir une coordination parfaite entre les 3 joueurs. Le jeu il est bâti, le niveau de difficulté il est bâti pour tenir compte du fait que les joueurs ils ont une communication minimale, mais ça amène des moments super frustrants où on est 2 à aller chercher le même trésor, fait qu'il y en a un d'eux qui a perdu une action, où on réussit pas à tuer un ennemi qui était facile à tuer juste parce que personne faisait de dégâts à cette case-là, puis on aurait facilement pu le faire, l'avoir su. Puis comme tu as juste une information que tu as le droit de donner, ça force un peu les joueurs à apprendre c'est quoi ton deck. Ben, si j'ai juste une carte qui empoisonne, si je dis hey, je vais faire du poison à la première phase de jeu, ben ça indique qu'à la deuxième et à la troisième phase, vous savez ce que je vais faire parce que vous savez que j'ai cette carte-là et j'en ai juste une dans mon deck. Fait que comme je trouve que c'est une mécanique maladroite, bien honnêtement, le système de communication. En solo, j'aime encore moins les règles solo parce que là, tu joues avec Sérénade, qui est un personnage, qui est une épée magique, qui a un deck que tu fais juste au hasard, fait que tu n'as aucune idée de ce que ça fait, puis toi, tu joues 2 cartes, fait que tu as une meilleure connaissance de ce qu'il va avoir, mais Sérénade ne peut pas équiper d'équipement, ses habiletés d'aptitude sont vraiment moins puissantes, sa façon de progresser, c'est moins puissant qu'un joueur, fait que tu es vraiment faible. Puis j'ai trouvé, il y a peut-être des joueurs qui s'y retrouvent bien. Fait que j'ai pas aimé la façon dont ça fonctionne. Puis en plus, je trouve qu'il scale très mal en fonction du nombre de joueurs. Surtout dans tes débuts de run.
tout simplement à cause du nombre de points de vie que tu as à te partager. Si on joue à 2 ou si je joue solo avec Sérénade, on a 6 points de vie collectivement. Fait que le 5e point de dégâts qu'on subit, il y a quelqu'un qui meurt, la run est terminée. Si on joue à 3, mais là on tombe à 9 points de vie. Fait que c'est beaucoup plus loin, c'est au 7e point de dégâts qu'il y a quelqu'un qui finit par mourir puis que la run meurt. C'est presque le double. Mais c'est pas presque le double, mais c'est quand même pas mal plus loin. Si on joue à 4 joueurs, ben là c'est encore plus haut, c'est au 9e point de vie. Qu'on se rajoute toujours une coupe de points de vie, un espèce de buffer pour pouvoir aller plus loin dans les runs. Puis j'ai trouvé qu'à 4, même s'il y en a un qui sautait des manches, le jeu devient super facile. À 3, il est beaucoup plus facile qu'à 2. À 2, à 1, il est plus facile qu'à 2 parce que tu contrôles plus les cartes. Mais bref, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui marchait pas au niveau de l'équilibre entre la communication que je dois avoir avec les autres joueurs, la façon dont on va jouer nos cartes. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était ordinaire. Fait que j'ai joué, honnêtement, je l'ai fait pas mal. J'ai presque fini le jeu, là. Je vais revenir sur ce que j'aime du jeu, là. Je l'aime quand même beaucoup. Mais je l'ai fait avec des règles maison, là, presque toute la partie solo, pour essayer d'équilibrer le niveau de difficulté avec le niveau de communication que je voulais avoir sans coordonner parfaitement 3 personnages ensemble. Fait que j'ai regardé des affaires sur BGG, puis c'est une critique qui revient quand même souvent. Tant qu'à revenir dans les critiques, le livre de règles, tout en expliquant clairement les concepts de base du jeu, il voit à peu près dans aucun des cas spécifiques au pointu que tu peux rencontrer dans le jeu, puis te dit beaucoup trop souvent occupe-toi pas de ça, tu comprendras quand tu verras. Fait que tu vas avoir par exemple un icône de totem, que là tu as un jeton de totem à placer sur un biome, tu sais pas ce qu'il fait, là tu flippes une tuile, ça dit telle icône plus icône de totem, ça veut dire que j'ai le droit de flipper le totem, et beaucoup plus tard tu réalises ok non, fallait que je trouve de quoi qui me dit maintenant, quand tu vois cette icône-là, tu vas pouvoir activer l'autre icône. Fait que même si l'iconographie est claire, vu qu'ils ont voulu révéler des choses graduellement, ils ont mal, je trouve, ils ont mal caché ce qu'ils voulaient révéler. Fait que tu vois plein d'icônes que tu sais pas à quoi ils servent. Puis tu sais pas trop si révéler cette icône-là, ça veut dire que tu trouves cette rune-là ou si ça veut dire que tu as besoin de cette rune-là pour faire quelque chose. Fait que c'est pas clair. C'est plus tard dans la campagne qu'il y a certaines affaires qui vont se clarifier. Puis il y a très très peu d'explications sur des cas précis de si j'active telle habileté en même temps que telle affaire, comment ça interagit avec l'habileté du monstre, si j'ai dessus dans tel ordre, qu'est-ce qui se passe, etc. Fait qu'il y a beaucoup de points de règle qui sont pas clairs. C'est le genre de jeu que tu vas avoir très régulièrement à décider des règles sur le fly ou aller vérifier sur BGG comment tel objet interagit avec le pouvoir de tel personnage. Fait que ça aussi, c'est dommage. Et finalement, ma dernière affaire que j'ai trouvée, c'est que les personnages sont, selon moi, il y a très peu d'équilibre entre les personnages. L'écorché est, pour moi, beaucoup plus efficace, par exemple, que l'immolé. L'écorché, tout simplement, parce que lui, va générer beaucoup de jetons de défense, ce qui est toujours utile, peu importe les circonstances. Alors que, par exemple, l'immolé va générer beaucoup de jetons flammes, qui sont très forts contre les ennemis, mais absolument inutiles contre les boss. Fait que lui, on a fini dans nos runs par toujours dire, toi, ton aptitude qui permet de mettre plus de jetons flammes, on va la développer en dernier quand toutes les autres vont être maximisées dans leurs affaires. Parce qu'elle ne servira plus à rien, on le bosse. Fait que ça sert à rien tant que ça qu'on t'amende. Tandis que, par exemple, l'écartelé, lui, son habileté qui est équivalente à celle de l'immolé qui met plein de feu, lui, il peut se défendre, il peut guérir, il peut rejouer des cartes qu'il a déjà jouées, il peut doubler des actions qu'il va faire, fait qu'il peut faire plein d'affaires. Fait qu'il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus versatile que l'immolé qui devient à peu près inutile contre un boss. Même affaire pour ces cartes, il y a des cartes qui vont mettre des jetons de feu, qui ne servent à rien contre les boss. Fait que j'ai trouvé ça dommage, cet aspect-là aussi. Cela étant dit, comme je t'ai dit, j'aimais quand même le gameplay de cartes à la base. En me faisant quelques règles maison, j'ai avancé beaucoup dans la campagne et sa grande force, c'est justement comment la campagne progresse selon moi. Le système d'avoir ces decks de cartes-là, que tu sais jamais qu'est-ce que tu vas gagner, tu piges la dernière carte, tu es comme, ok, on a payé deux de comment ça s'appelle, des cellules, puis on a gagné une carte qu'on peut racheter au deck de quelqu'un, on a payé 2 de cellules, on gagne une carte qu'on se livre sur notre plateau de mutation, ça nous permet de commencer chacune des parties avec un parchemin mauve, fait que pouvoir commencer à monter un des personnages au début d'une partie. Genre, on va investir beaucoup dans la brutalité, ça nous donne des parchemins rouges, ça nous donne des bonus, on peut équiper plus d'équipements, etc. Chaque joueur commence avec un seul espace d'équipement. On se doute qu'on peut débloquer le deuxième puis le troisième éventuellement. La façon dont le deck d'équipement fonctionne, c'est super intéressant. À chaque fois que tu trouves des schémas, tu les rajoutes dans le deck, tu trouves un équipement cool. Maintenant, cet équipement-là se rajoute de façon permanente à ton deck d'équipement. Et tu te douteras aussi, je prends de la misère aujourd'hui, tu vas te douter aussi que
il y a beaucoup de façons d'aller enlever des cartes dans le deck équipement. Fait que tu peux dire, ah, ça, j'aime pas ça. Moi, je joue pas avec les jetons de feu ou les jetons de glace. Fait que j'enlève les équipements qui donnent ça. Tu te débarrasses tranquillement des starters qu'il va y avoir là-dedans. Fait que tu trouves plus souvent les équipements que tu aimes beaucoup. La façon dont le jeu progresse, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Fait que juste pour ça, je trouve qu'il vaut la peine d'être essayé. Mais si tu n'aimes pas les jeux à communication cachée ou à communication imprécise, plus que cachée, je dirais, là, les règles de communication, pour moi, je les trouve pas précises, je les trouve pas claires, nettes. Qu'est-ce que tu as le droit de dire exactement, puis qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dire. De toute façon, j'aime jamais les jeux coop où il faut qu'on se coordonne sans pouvoir se parler. Je trouve qu'il y a une espèce quelque chose qui marche pas dans ma tête. Mais bref, si cet aspect-là, tu es capable soit de passer par-dessus, soit de trouver une façon de le contourner comme j'ai fait, mais probablement que tu vas aimer beaucoup l'aspect progression de ce jeu-là, que moi je trouve absolument génial. C'est vraiment sa grande force. Par contre, je te dis tout de suite qu'à la seconde que je bats, d'après moi, il me reste un run ou deux avant d'aller battre le boss final pour la première fois. À la seconde que c'est fait, je range ça, puis le jeu ne restera pas dans ma collection. Plus je l'ai joué avec des gens, moins je suis intéressé d'y jouer avec les gens, tellement que j'aime pas les règles de communication. En solo, je le sais que je le joue de façon trop facile parce que j'ai pas encore trouvé un équilibre parfait dans la façon dont je modifie les règles parce que j'aime vraiment pas les règles solo. Fait que c'est quand même certains problèmes par rapport au jeu, mais le système, j'espère qu'ils vont continuer à faire progresser ce système-là. Le système, la façon dont tu vas jouer tes cartes et résoudre les 3 armes, c'est super intéressant. Tous les effets de combo que tu peux faire, super intéressant. La façon dont le jeu progresse également, super intéressant. Fait que là, c'est un des jeux les plus polarisants que j'ai joué pour moi cette année. Il y a des aspects que j'aime vraiment énormément dans le jeu, puis d'autres que je supporte absolument pas. Fait que ça serait très difficile pour moi de lui mettre une note, ce que je ne ferais pas. Quelle bonne idée. Mais, en tout cas, tu comprends, je pense, ce que j'en pense. Je l'espère que tu vois où je veux en venir avec tout ça, des très bons aspects, d'autres qui m'achalent un petit peu plus. Fait que je vais le terminer, je l'aime assez pour ça. Puis après, je pourrai donner au suivant. Ça va faire un autre heureux. Sur ça, j'espère que malgré tous mes commentaires qui vont dans tous les sens, ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était Dead Cells. Si ce n'est pas encore fait, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter, Facebook, Instagram. Tu peux nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention à toi.